Donc, je vais me présenter. Je suis Caroline Martinez et je suis consultante en management et en mieux-être au travail et aussi bénévole au sein de l'association L-Burn. Et j'ai l'honneur de présenter cette conférence aujourd'hui. Nous allons parler du burn-out et spécifiquement du burn-out des femmes. Donc, pour cela, nous avons donc le plaisir et l'honneur d'accueillir donc Madame Marie Peuzé, docteur en psychologie, ancienne expert judiciaire, responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail. Nous pouvons l'applaudir. Merci. Et donc, lors de son exposé, Madame Peuzé nous expliquera de quoi le burn-out est-il le nom. Puis, nous écouterons un témoignage. C'est le témoignage donc d'Estelle Lovy, qui est artiste et entrepreneur, et qui, suite à son propre burn-out, a décidé d'en faire un one-woman show. Donc, je vous laisserai découvrir son témoignage. Et donc, son one-woman show est intitulé « Je veux faire ce que j'aime ». Après le témoignage d'Estelle, on va aborder donc les spécificités du burn-out des femmes. Et nous tiendrons donc une table ronde donc avec les intervenantes, dont Madame Marie Peuzé et aussi donc Madame Séverine Lemierre, qui est donc maîtresse de conférence à l'Université Paris-Descartes, membre du réseau MAGE et spécialiste des inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes. On peut l'applaudir. Donc Séverine. Ensuite, donc, nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous Madame Charlotte Major, qui est consultante en management et conduite du changement. On peut l'applaudir aussi. Nous avons aussi autour de la table donc Marie-Paul Coupillot, qui est avocat intervenant en droit social et docteur en droit. Merci d'applaudir Marie-Paul. Donc chacune des intervenantes pourra analyser donc, au cours de cette table ronde le sujet du burn-out des femmes au regard de sa spécialité, mais aussi envisager des solutions grâce en fait grâce à vous, puisque sur vos chaises, vous avez des crayons et des post-it. Et donc, en fait, on aimerait, tout au long donc, de la conférence, et on y viendra à un moment plus particulier en deuxième partie de la table ronde, que vous nous fassiez donc, des suggestions, des propositions. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous auriez fait? Donc, ces propositions, nous allons les aborder. Donc avec nos intervenantes, on ne pourra pas toutes les traiter, évidemment. Donc dans la salle, vous avez dû les reconnaître. Vous avez les membres bénévoles de l'association, donc les Burnettes, qui sont un petit peu là-bas au bout, voilà, ils vous font coucou. Donc on peut les applaudir aussi, bien sûr. Et donc, elles passeront, alors discrètement, bien sûr, parce qu'on va respecter, bien sûr, le déroulé de la conférence. Donc, discrètement, passeront dans les rangs de temps en temps pour récupérer vos suggestions dans des corbeilles. Celles qui ne seront pas traitées, l'association les conserve, parce que pour nous, en fait, c'est vraiment des pistes de réflexion à mener donc, avec l'association. Donc, c'est vraiment très précieux pour nous. Donc, je vous remercie d'avance de vos post-it. Et pour finir, donc, en fonction donc, du timing, du temps qui nous restera, vous pourrez poser vos questions donc, directement à nos intervenantes. Donc je passerai dans la salle avec le micro pour pouvoir vous puissiez vous exprimer et poser vos questions. Donc voilà, je crois que pour le déroulé, j'ai tout annoncé. Et donc cet événement, en fait, il est organisé donc, par l'association donc L-Burn et par la communauté des Burnettes, et en partenariat avec la DRDFE. Donc, je vais donner la parole à Anne-Sophie Vive, qui est la présidente de l'association et la fondatrice de la communauté des Burnettes. Et ensuite, donc, ce sera à Madame Anaïs Sébir, donc, qui est directrice régionale déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, et qui s'exprimera aussi après à son tour. Voilà. Anne-Sophie.
Merci. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de toutes vous recevoir et tous vous recevoir parce que j'ai vu quand même qu'il y avait des hommes qui étaient ici. C'est notre première conférence, la conférence donc, sur le burn-out des femmes. C'est la première conférence de l'association Helburn, donc en partenariat avec la DRDFE. On est très très heureux. Je vais vous raconter un peu l'histoire de l'association pour ceux qui ne le connaissent pas. Le projet en fait associatif est parti de mon propre burn-out il y a un peu plus de 2 ans. Où j'ai connu cet effondrement, où je suis passée de superwoman à super loser. Et j'ai pu en fait... Vous m'entendez pas? D'accord, merci. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pu expérimenter ce qu'était la difficulté de la prise en charge en France du burn-out, le fait qu'on ne mette pas forcément un nom aussi sur cette pathologie, la honte qu'on peut vivre, la solitude qu'on peut vivre à ce moment-là. J'en ai très peu parlé à mon entourage. Et après des mois de reconstruction, au moment où j'ai pu en parler, je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup d'amis à moi étaient également parfois concernés par des états d'épuisement sévères, pas forcément un burn-out, mais je me suis rendu compte qu'on parlait toutes du fait que être femme, mère, working girl, de faire tout ça, parfois on se poussait dans nos limites physiques, parfois jusqu'au burn-out. Et j'avais envie justement de créer un lieu comme ça bienveillant où on pouvait pouvoir parler librement de ces problèmes de femmes et ces problèmes d'épuisement. D'où est arrivée l'idée de la communauté des burnettes. Donc c'est une communauté faite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a 450 personnes sur les réseaux sociaux qui suivent la communauté des burnettes. Les burnettes, alors pourquoi le nom burnette? On m'a dit mais on peut pas rire de tout, on peut pas dire burnette, c'est hyper péjoratif et tout ça. Moi en fait l'humour c'est ce qui m'a permis de me distancier par rapport à cette pathologie et ça m'a permis justement de dédramatiser la situation et c'est là que j'ai fait justement cette BD que j'ai présentée, la burnette, où vraiment j'étais en plein dedans et ça me permettait en fait de parler d'un syndrome mais aussi en fait du fait que notre société engendre ce syndrome. L'ironie en fait qu'on peut avoir dans nos sociétés est provocateur de ce type d'épuisement. Voilà, donc c'était tout ça. On a trouvé un nom un peu plus sérieux pour l'association, pour faire bien. Donc on a trouvé l'association Helburn. C'était en fait donner un cadre à tout ça et pouvoir justement proposer des ateliers. On propose des groupes de parole, des after no work, parce que c'est pas parce qu'on est en arrêt qu'on n'a pas le droit de boire un verre. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on crée un lieu bienveillant où on peut partager en fait une expérience qui, je me rends compte, est souvent similaire d'une femme à une autre. Alors c'est pas du tout qu'on veut exclure les hommes, hein. On peut être amené d'ailleurs à recevoir des hommes, mais je voulais vraiment qu'il y ait un endroit où voilà, on puisse librement échanger. Donc l'association se structure petit à petit, on n'existe que depuis le mois de février. Depuis le mois de février, on a déjà vu 80 personnes dans nos ateliers ou alors dans le cadre d'accompagnement individuel où là, en fait, notre idée, c'est de justement essayer de coordonner, renvoyer vers des psychologues, initier une prise en charge médicale, aider pour trouver même des paramédicaux, des aides juridiques, administratives, parce que quand on est en état de burn-out, on n'est pas capable de s'occuper de soi-même. Donc voilà, il manque vraiment en France quelque chose, un lien en fait entre le médical et justement tout cet aspect social. Et c'est pour ça qu'on a monté l'association. On essaye d'aider à notre niveau en fait les personnes victimes de burn-out à s'en sortir en vue d'une reconstruction, parce que l'idée c'est une reconstruction sociale et professionnelle à la clé. Voilà, donc vous avez pu constater que moi je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, je suis pas sociologue. J'ai vécu en fait le burn-out en immersion, donc c'est vraiment une connaissance empirique que j'ai du sujet. Et c'est pour ça que je suis ravie d'organiser cette conférence, parce que là j'ai donc des spécialistes du sujet dans différents domaines. C'est-à-dire donc psychologie, management, juridique et donc chercheuses en inégalité femmes-hommes, qui vont pouvoir en fait analyser en quoi il y a une spécificité du burn-out des femmes, bien sûr pas de façon biologique, mais en quoi les contraintes professionnelles et sociétales peuvent avoir un impact sur notre état d'épuisement.
Voilà, je vais juste donner la parole à Gladys Lemounier, puisque la Sprix, donc, qui est sa banque d'images éthiques, nous a justement proposé de faire toute une série photo que j'adore, où justement ce sont des personnes victimes de burn-out, des femmes victimes de burn-out qui se sont prêtées au jeu du in et out. C'est extrêmement compliqué d'associer son image à cette pathologie qui est encore extrêmement taboue, donc je les remercie vivement et qui se sont prêtés au jeu de la photo en toute confiance avec Gladys. Tu veux dire un mot ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais commencer par te remercier, Anne-Sophie, pour cette proposition que tu m'as faite de poser de la photographie sur ce sujet. Merci aux Burnettes qui ont prêté leur visage à cette exposition. C'est un acte engageant et courageux. Cette exposition n'existerait pas sans elles, littéralement. Donc merci beaucoup pour ça. Très rapidement, Sprix, comme disait Anne-Sophie, c'est une banque d'images éthiques. L'idée de ce projet, c'est de lutter contre les stéréotypes en photographie et de diffuser des modèles plus diversifiés dans la société. Donc ça passe effectivement par proposer une banque d'images accessible, notamment aux entreprises et des ateliers également, pour leur permettre de communiquer de façon responsable. Voilà. Du coup, effectivement, je suis très heureuse d'inscrire Sprix sur cette conférence et sur ce type d'événement, parce qu'un des axes forts de Sprix tourne autour de cette question. Est-ce qu'on peut représenter l'invisible ? Le burn-out, est-ce que la photographie peut avoir ce pouvoir et cette force dans la société de représenter ce qui est caché ? Avec cette exposition, comme vous avez vu, burn-in, burn-out, donc cette dichotomie, cette déchirure, cette violence du burn-out que l'on a voulu exprimer, mais également toute la résilience de ces femmes qui traversent un moment de leur existence et qui y trouvent quelque chose parfois de salvateur et en tout cas une forme de beauté paradoxalement. Voilà. Donc j'espère que l'exposition vous plaira et je vous remercie. On va donner la parole à Anaïs Sébir qui représente Sophie Buffetot de la DRDFE. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans cette magnifique chapelle du couvent de l'Annonciade, où la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité a la chance d'être hébergée. Et vous dire, je ne sais pas s'il y a une pause qui est prévue à un moment, mais si vous avez l'occasion, jetez un œil à votre droite dans le cloître. C'est un des rares cloîtres de la Renaissance qui est encore conservé en Nouvelle-Aquitaine. Il est magnifique, donc profitez-en. On n'a pas souvent l'occasion d'être dans cet endroit. Je voulais aussi évidemment excuser Sophie Buffetot, qui est donc la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, qui va nous rejoindre et qui conclura cette journée. Je voulais enfin remercier et féliciter l'association L-Burn pour l'organisation de cette conférence. Les féliciter parce que, comme vous le savez, L-Burn est une très très jeune association. Donc réussir à mobiliser autant de monde en si peu de temps et à faire venir à Bordeaux des intervenantes de telle qualité, c'est déjà un succès. Donc félicitations. Je voulais aussi les remercier. Je voulais aussi les remercier parce que quand on a rencontré cette association qui est venue nous présenter son projet il y a quelques mois, on s'est senti interpellés. On s'est senti interpellés à deux titres. D'abord parce que si le terme burn-out est quand même un peu galvaudé, on peut se le dire, le sujet nous semble encore aujourd'hui très tabou. Interpellé aussi parce qu'on s'est demandé, comme vous allez le faire cet après-midi, on n'a pas trouvé de lien spontanément direct entre le burn-out et les femmes. Est-ce qu'il existe vraiment un burn-out féminin ? Et donc ça nous a interpellés, ça nous a posé des questions. Existe-t-il un burn-out féminin ? Et si oui, quelles en sont les caractéristiques ? Comment la charge mentale peut agir sur le burn-out ? Comment le temps partiel, dont on sait qu'il est majoritairement le fait des femmes, peut agir sur le burn-out ? Comment les différences de rémunération, qui sont encore dans l'ensemble de la société française de 22%, contribuent au découragement professionnel ?
comment le plafond de verre contribue à ce découragement également. Enfin voilà, on s'est posé tout un tas de questions que vous allez vous poser aussi cet après-midi. Et ces questions, c'est des questions qui embrassent l'ensemble de nos politiques d'égalité professionnelle que l'on porte à la Direction régionale aux droits des femmes. Donc on s'est senti interpellé à ce titre et on s'est senti interpellé par un sujet qui nous semble émergent. Et on est complètement à notre place au service des droits des femmes quand on traite d'un sujet émergent. Là, par exemple, le fait sur des sujets comme l'endométriose ou le harcèlement de rue, qui sont des sujets nouveaux. Donc on tenait à remercier l'association, cette association-là qu'on a la chance d'avoir à Bordeaux, dont on sait qu'elle a beaucoup d'ambition, d'avoir choisi comme terrain d'action la Nouvelle-Aquitaine et de nous avoir proposé ce partenariat. Donc merci encore. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence et à bientôt. Il est éteint. Donc merci beaucoup, Madame Sébian, merci Anne-Sophie. Il est temps maintenant de laisser la parole à Madame Marie Peset, donc qui va nous éclairer sur ce processus du burn-out et qui donc va nous dire en quoi le burn-out est-il le nom. Merci. Oui, de quoi le burn-out est-il le nom ? Je crois qu'il est temps de rappeler qu'une frénésie s'est emparée du monde du travail et que pour satisfaire une insatiable productivité, nous vivons tous une vie d'athlètes de la vitesse et de la quantité, mais donc aussi d'esclaves de cette vitesse et de cette quantité, souvent sans répit et sans repos. L'augmentation de la cadence des tâches à accomplir est présente partout, dans tous les secteurs professionnels, à des niveaux d'intensification du travail qui, nous le savons, cliniciens de terrain, pulvérisent les seuils neurophysiologiques et biomécaniques de l'être humain. Celui qui s'en sort dans les organisations actuelles du monde du travail n'est pas comme autrefois le plus diplômé, le plus intelligent ou celui qui possédait les capacités motrices et physiques les plus importantes. Non, celui qui s'en sort de nos jours, c'est le plus rapide. Et cette frénésie s'actualise dans le discours des patients qui viennent nous voir sous ce mot, burn-out. Alors, il va nous falloir parler des définitions, parce que le burn-out est une pathologie dont la définition n'est pas figée dans le marbre, elle est changeante, elle est protéiforme, elle évolue, vous allez le voir, avec les organisations du travail et avec leur impact sur notre santé. D'une époque à l'autre, on a pu constater que le contenu symptomatologique du burn-out évoluait. Vous le savez, l'OMS vient de le rappeler, le burn-out n'est pas une maladie, terminologie médicale, c'est un syndrome. Il n'a donc pas de définition scientifique validée, ce qui pose un vrai problème. C'est un syndrome d'adaptation, enfin défini comme en lien avec le monde du travail. Les spécialistes s'accordent donc aujourd'hui pour dire qu'il prend sa source dans l'environnement de travail et qu'il est le résultat d'une interaction, d'une rencontre entre des facteurs organisationnels et des facteurs individuels. Dans les années 70, le syndrome d'épuisement professionnel que nous décrit Freudenberger chez nos pauvres psychiatres compassionnels et bénévoles dans les fruits cliniques qui soignent les toxicos de quartier, c'est le syndrome de soignants qui se brûlent les ailes en soignant des gens qui ne guérissent pas. Dans les années 80, ce syndrome du burn-out va être, lui, décrit par Christina Maslach chez des individus qui sont beaucoup plus charismatiques, dynamiques. Le burn-out va devenir la maladie du battant. Et puis, dès les années 2000, Christine Farber, qui est une psychologue allemande, va, elle, commencer à décrire le mauvais équilibre entre la personnalité de ses salariés engagés, pas hyper engagés, mais qui sont bardés d'obligations procédurales, d'exigences de productivité grandissante, de pression externe croissante. Moi, ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, essentiellement, bien évidemment, c'est que le travail, pour nous, cliniciens du travail, est une donnée sociale qui participe, par les formes d'organisation en vigueur, à la construction, mais aussi à la déconstruction
de la santé des corps et des psychismes. Malheureusement, au travail, le corps n'est souvent considéré que comme un réservoir inaltérable de force, de puissance, d'énergie supposée être inoxydable, un corps que l'organisation du travail ne va récapituler que par des caractéristiques physiologiques. Or, nous savons, quand on est comme moi psychanalyste, mais tout être humain de base le sait, que le corps, c'est d'abord des désirs, des moments de fatigue, des moments d'énergie. C'est d'abord le lieu des émotions, de la construction identitaire, de la subjectivité. En tout cas, dans le travail, le corps est traité comme un moyen, alors que nous savons que c'est une origine, en tout cas l'origine de la vie. Du côté des employeurs, c'est toujours, on l'entend, tellement commode de renvoyer à la fragilité, à la personnalité du salarié. Et bien sûr qu'on peut invoquer la personnalité de celui qui travaille pour exonérer les conditions de travail dans l'apparition de sa souffrance. Parce que oui, nous engageons toute notre personnalité dans la situation de travail. Et donc, si le salarié s'investit trop, entre guillemets, on pourra toujours émettre l'hypothèse qu'il a un besoin éperdu de reconnaissance qui date de l'enfance, de la mauvaise relation avec son père, que s'il ne supporte pas l'autorité de son N+1, c'est qu'il a un problème oedipien. Est-ce qu'on peut dire à l'ouvrière qui visse 27 bouchons par minute que son Oedipe y est pour quelque chose ? Ou que son hyperactivité est structurelle. Est-ce qu'on peut dire aux patients qui s'effondrent en burn-out « Ah, mais pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt au lieu de supporter cette terrible ambiance alors que nous le savons, dans ce pays, démissionner fait perdre ses droits sociaux ?» Et vraiment, la psychanalyste que je suis peut-elle encore dire aux femmes ici présentes que c'est à cause de leur masochisme féminin qu'elles supportent le décalage de 30% de rémunération ? Allons, il est temps, bien évidemment, vous l'avez compris, de passer à une approche plus pluridisciplinaire et scientifique du côté du travail. Alors, du côté des nouvelles organisations du travail, que s'est-il passé ? Pour que rien ne s'oppose à son action, la puissante organisation scientifique du travail a séparé les salariés, rivés à leur écran, joignables en permanence, avec des temps de pause alternés, non plus pris collectivement. L'introduction massive de l'entretien individuel d'évaluation sous toutes ses formes, rapport d'activité, suivi d'objectifs, contrôle qualité, 360 degrés, sont, nous le savons, en 2019, autant de techniques de management pathogènes visant à produire la solitude du salarié. Et si vous êtes si nombreux ici aujourd'hui, c'est bien qu'il s'agit de casser cette solitude. L'organisation scientifique du travail ne date pas d'hier. Elle avait déjà fait naître de puissantes contraintes physiologiques de temps et de rythme. Ford le savait. Les nouvelles technologies informatiques qui se sont implantées partout ont parachevé de manière terriblement machiavélique la capture physique et physiologique du salarié, l'effacement complet entre sa vie privée et la sphère du travail. Nous savons désormais en 2019 que le monde rêvé du travail n'est plus qu'un immense tableau de bord, un reporting instantané à la nanoseconde. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, la psychanalyste que je suis, qui a travaillé 40 ans en chirurgie de la main, cet organe extraordinaire qui est desservi par 2/3 des neurones moteurs du cerveau, et pour qui donc les outils fabriqués par l'homme ont toujours été la symbolique de son génie, pour la première fois, nous devons constater que les outils que nous avons fabriqués nous kidnappent en retour. Notre fonctionnement cognitif, notre fonctionnement corporel est désormais malheureusement très atteint, et le prix Nobel attribué aux 3 chercheurs en chimie qui travaillent sur les rythmes nictémériens montre bien que l'Académie Nobel s'intéresse à la manière dont nous gaspillons nos organismes comme nous gaspillons la planète. À l'hôpital, vous le savez, plus que jamais, avec les articles au quotidien que l'on voit paraître, c'est la mise en place de la tarification à l'acte. Les patients sont traités par le chirurgien qui est évalué au nombre d'actes, le temps passé par acte, sa performance par rapport au chirurgien de la salle d'en face. Le travail du chercheur à l'université, c'est le nombre d'articles publiés par an. Les managers ne managent plus le travail, mais les objectifs à atteindre.
Et pour autant, malgré les caractéristiques de ces nouvelles organisations du travail, dont la liste est faite par nos inspecteurs du travail et que vous voyez là, eh bien, l'hôpital tient, les entreprises tiennent, les ateliers, les magasins, les bureaux, parce que des femmes et des hommes y travaillent et que ces femmes et ces hommes rusent avec les normes, les procédures, les règlements, les décrets pour que le travail ait encore de l'allure, de l'honneur, une qualité, pour qu'il soit encore ce que nous appelons le travail humain, celui qui nous rend fiers. Alors, quelles sont les conséquences de ces nouvelles organisations du travail? Je vous l'ai dit, celui qui s'en sort n'est plus que celui qui peut arriver à travailler le plus vite possible. Et nos athlètes de la vitesse et de la quantité vont être atteints à des niveaux très, très différents. Premier dégât, une porosité complète entre la vie privée et la vie professionnelle. On l'a vu, il n'y a plus de frontières possibles entre le travail lui-même, le rapport subjectif au travail qui déjà fait qu'on l'a tout le temps dans la tête et qu'on emporte les dossiers compliqués à la maison et qu'il nous empêche de nous endormir ou qu'il nous réveille la nuit. Celui qui s'implique dans son travail, celui qui veut bien travailler, il est pris par le rythme de travail. Et il faut qu'il mobilise une quantité de ressources personnelles, y compris dans son temps hors travail. Quand on est psychanalyste, on sait que dès la naissance, ce qui se met en place, c'est ce travail d'élaboration psychique du cerveau humain qui n'a de cesse que de construire nos capacités symboliques et de langage. Autrefois, je pense que les salariés pouvaient à peu près maîtriser le temps passé dans l'entreprise. Et puis le temps hors travail était assez défini, le soir, les week-ends, les congés, la retraite. Où et quand étant encore désormais hors travail? Les cadres, mais pas que, entre le téléphone cellulaire, les mails, l'ordinateur portable, ont parfois bien du mal à savoir s'ils travaillent ou s'ils ne travaillent pas dans l'avion, dans le TGV. L'autre jour, dans la salle d'attente du médecin, une jeune femme cadre finalisait son rapport. Dans la sphère privée, qui d'entre nous n'a pas son coin bureau? On voit comment la privation de l'espace, devenu liquide, partout, nulle part, c'est le travail, il n'y a plus de localisation, il y a d'ailleurs quelquefois dans les entreprises plus de bureaux attribués, entraîne, nous le savons désormais, une addiction forcée qui ne vous quitte plus. Tous les temps dits morts, qui sont pourtant les temps vivants, sont remplis par des activités pour ne pas perdre de temps. Temps de trajet, contre-temps, salle d'attente, pour rattraper et tenter d'être à jour. Deuxième dégât, une évaluation permanente et individualisée des performances. Cette évaluation n'a plus simplement cours pendant l'entretien annuel, ne soyons pas dupes, elle est devenue permanente par le suivi informatisé de l'activité, le suivi individualisé de chaque opérateur, de ses gestes, de ses modes opératoires. Ce contrôle n'est pas passif, La collaboration du travailleur qui enregistre ses données, qui assure la traçabilité de son activité, participe à cette nouvelle subordination numérique. Et donc, l'autocontrôle en est la forme achevée, répandue dans l'industrie comme dans les services. Cette connexion permanente, qu'est-ce qu'elle entraîne ? Une joignabilité permanente. Autrefois, pour entrer dans votre bureau, on frappait à la porte. Maintenant, l'autre, avec un petit A, il surgit par le bruit du mail entrant sur votre écran d'ordinateur. Il vous laisse sans justification possible pour ne pas lui répondre dans l'instant, sous peine d'avoir un deuxième mail de rappel 5 minutes plus tard. Cette exigence de réactivité instantanée se double d'un contrôle constant, d'une subordination beaucoup plus massive que le contrat de travail lui-même et beaucoup plus efficace. Et c'est une subordination numérique sans limite. Le contrôle du travail n'est plus spatial, il est devenu temporel. Troisième dégât extrêmement important, il faudrait que j'appuie au bon endroit, l'organisme humain a des cycles
des alternances de veille, de sommeil, des pics de production de certaines hormones. C'était ce que le prix Nobel attribué aux chimistes signifiait. Si on soumet l'organisme à une intensification des tâches sur un temps prolongé, il fabrique des toxines, il doit mobiliser beaucoup de cortisol pour tenir sur un pied de guerre permanent, il surfonctionne en permanence. Ce corps inoxydable, désiré comme tel, sans maladie, sans émotion, ce corps machine que veut l'organisation du travail n'existe pas, vous vous en doutez. Et là, l'expression « tenir » prend tout son sens et fait allusion à tout ce qu'il faut mobiliser pour arriver à travailler toute une journée de travail sur ce mode-là. Sa musculature, sa posture, son tonus musculaire, son taux de cortisol, son système cardiovasculaire. Alors, sur le versant cognitif, cette accélération des tâches, cette instantanéité d'exécution oblige le cerveau à traiter une masse phénoménale d'informations. Les emails, les appels, les textos, les notifications, les sollicitations, les demandes que charrie tout ce flot numérique font exploser la charge mentale, au travail comme dans la vie privée. On a calculé qu'un cadre en moyenne est interrompu toutes les 6 minutes et qu'un cadre passe 30% de sa journée à gérer les mails au lieu de travailler. Tous les salariés nous disent rentrer chez eux tous les soirs avec le sentiment de ne pas être à jour, de ne pas avoir fini avec leurs tâches de travail, donc de ne pas avoir bien travaillé, de ne pas dormir sur leurs 2 oreilles et de reprendre le lendemain avec leurs troubles cognitifs, mais surtout avec ce sentiment de culpabilité que nous tentons dans les consultations de subvertir en leur disant qu'ils sont en faute prescrite, puisque les objectifs qu'on leur fixe sont inatteignables. Ils arrivent tous les matins sur un territoire où la faute est prescrite par l'organisation du travail. Penchons-nous sur la construction sociale des métiers. Les métiers, les positions sociales ont toujours été occupés de tout temps d'abord par des hommes. Et donc les métiers ont été édifiés à la mesure des besoins des hommes, de leurs capacités musculaires, intellectuelles, cognitives. Mais de façon cachée, à l'aune de ce que le corps des femmes épargnait au corps de ces hommes au travail. Car si les hommes ont pu investir le champ social avec tant de suprématie, c'est bien parce que les femmes les ont libérés de la charge du dedans, des enfants, du travail domestique, de la gestion de la santé. Tâche tellement invisible qu'on peine encore à considérer comme un travail tout ce travail-là, puisqu'en plus il est supposé être accompli gratuitement par amour. Donc il est important, en rappelant ce que dit Christophe Dejour, de dire que si les hommes ont pu s'approprier les tâches à responsabilité dans l'organisation du travail, ces tâches qui impliquent ce qu'on va appeler une biodisponibilité, c'est parce que derrière eux, cette performance masculine est soutenue par des femmes, la secrétaire aux petits soins, la penseuse efficace et admirative du chirurgien au bloc opératoire, l'épouse dévouée qui épargne au patron, au chirurgien, au mari, la prise en charge du réel, dont on sait pourtant qu'il est bien lourd pour les femmes. Donc la capacité de travail des hommes est soutenue depuis fort longtemps par le travail corporel des femmes, un travail invisible qui va de soi, et dont le don, vous le savez, je vous le rappelle, mesdames, doit être fait avec le sourire. Donc, outre la discrimination salariale à l'embauche que vous évoquiez, la discrimination dans les affectations, l'assignation à la sous-traitance, les femmes, ces athlètes du quotidien, se voient privés de la reconnaissance de ce courage invisible. Habituées à s'occuper de la santé de tous du côté du burn-out, les femmes déploient, on le sait, au travail, une meilleure résistance que les hommes, qui se traduit par une mortalité moindre. Il faut quand même rappeler les statistiques. Elles se soignent. La maternité, l'éducation des enfants sont une charge, mais aussi, heureusement, un socle identitaire précieux qui fait supporter, bien sûr, les jobs à temps partiel et les manquements à la carrière. Dans une organisation du travail à la française, axée sur un présentéisme viril forcené, avec des réunions qui sont encore tard le soir, des rapports rendus à taper pour la fin de journée, on entend comment dans ce pays le culte de l'hyperprésence virile est encore extrêmement actif, à contre-courant complet du modèle anglo-saxon où on part à 17h30, même s'il faut travailler chez soi, mais en France aussi, on le fait,
En France, on voit que cette organisation du travail est donc encore au masculin neutre et que c'est ce présentéisme qu'il faut attaquer de manière forcenée pour le faire lâcher si on veut que les choses bougent. C'est une discrimination systémique, elle est masquée, elle est dans le socle de la construction des rapports sociaux de genre. Elle est compliquée à faire bouger parce que personne n'arrive à la voir et qu'il faut la déconstruire sans arrêt. Il faut donc se souvenir, quand on veut prendre en charge le burn-out des femmes, que c'est toujours en contre que le corps des femmes va faire sa place dans le monde du travail. Alors, dernier dégât extrêmement grave, au-delà des pathologies, bien sûr, de surcharge, c'est que la conséquence de l'accélération de nos vies n'est pas que psychologique ou somatique, elle est aussi éthique. Voulez-vous me dire à quoi servent encore les valeurs d'après lesquelles on nous a élevés, les valeurs de long terme, fidélité, engagement, loyauté, dans un monde qu'on nous décrit comme liquide, qui ne permet plus d'éprouver un sentiment de continuité de soi, où l'on va de CDD en CDD, d'une entreprise à une autre, où il faut tout effleurer sans s'attarder, avec le sentiment de toujours faire du travail médiocre, où les échanges priment sur la réflexion, où au travail comme en amour, les relations se veulent intenses, mais révocables à tout moment et facilement. Dans ce monde-là, tous les interdits, les freins, les régulations deviennent des obstacles, et surtout le droit. Toutes les lois, des encadrements, mais insupportables. La frontière entre le permis et le défendu s'estompe, est à la source de la terrible crise symbolique que traverse notre société. L'accélération de soi va produire des temps de trop plein, mais aussi des temps de trop vide, débouchant sur de nouvelles formes de décompensation qui ressemblent, et les gens qui ont fait un burn-out le savent, à des coups d'accordéon incessants auxquels est soumis le corps et le psychisme. Mais au-delà, bien sûr, de l'atteinte des corps, il y a le comportement des salariés, l'état d'urgence permanent, la multiplication des tâches et des interruptions mettent les salariés le dos au mur, les rendent agressifs, irritables, y compris dans la sphère privée. Ce sont d'ailleurs des motifs de consultation et les femmes en particulier ne viennent soigner le burn-out que quand elles ont frappé leurs enfants. Elles sont épuisées, ne supportent plus d'être réveillées la nuit quand les enfants font des cauchemars. Et c'est ainsi que la violence s'infiltre partout, violence entre le salarié et l'usager, violence de l'infirmière aux urgences, violence du vendeur envers le client, violence de la radicalisation des comportements managériaux maltraitants qui se répercutent en chaîne jusqu'aux subordonnés. Alors, ce dernier dégât, le travail en mode dégradé, vous l'avez compris, à quoi tient-il ? Eh bien, quand on demande à des travailleurs de travailler plus vite, avec moins de moyens, moins d'effectifs, ils ne peuvent pas bien travailler. Donc il faut mentir aux clients, faire des promesses qu'on ne tiendra pas, tout en sachant bien évidemment que le produit qu'on va leur rendre a été tellement mal réparé qu'il va craquer. Le mensonge devient le quotidien du monde du travail auquel tout le monde collabore, y compris dans des entreprises autrefois exemplaires comme Volkswagen. Et le travail, au lieu d'être cette condition extraordinaire de se découvrir soi-même, devient l'occasion de se découvrir comme lâche, comme capable de faire un travail de mauvaise qualité, qui va nous renvoyer de nous-mêmes une image très abîmée. Quand on demande aux salariés de travailler mal sur des instruments, des installations dans lesquelles il n'a plus confiance, quand on réquisitionne des soignants qui n'ont pas dormi depuis 48 heures pour aller travailler quand même, vous comprenez bien que là, le travail de sape de la personnalité, de la santé, de la construction identitaire autrefois promise par le beau travail s'effondre et que loin d'élargir nos compétences, ce travail-là nous érode, nous abîme. Car nous savons qu'en bâclant notre travail, c'est l'usager, l'encadrement, le directeur, l'entreprise, l'hôpital qui vont en pâtir. Le plus préoccupant, et je finirai bien sûr là-dessus parce qu'il faut laisser la place à cette table ronde importante, c'est l'évolution du contenu du travail lui-même. Le travail aliénant, c'est ce travail dans lequel je ne peux plus engager mon intelligence, dont je reviens appauvri intellectuellement, corporellement, affectivement, tous les soirs.
ce travail qui m'oblige à réprimer toute intelligence personnelle. Et comme le martèle Christophe Dejour, lorsque les organisations du travail se retournent contre la culture, contre la perspective d'honorer la vie ensemble, sous la forme de la civilisation, résultat du travail des femmes et des hommes, il est temps de réagir. Car si le travail devient un produit à consommer, il devient aussi un produit jetable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Peuzet, pour cet exposé.